Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Françoise, je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais voilà, de l'invitation à donner ce séminaire. Donc je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus restreint que le titre de mon séminaire ne peut l'indiquer. Donc un titre très large, et je vais en fait vous parler plutôt d'une théorie particulière de gravité modifiée, qui est la gravité massive, donc, que Françoise a évoqué dans son séminaire, donc, qui est un des centres de mes intérêts. Alors est-ce que ça marche? Oui, voilà. Donc, je vais peut-être répéter également certaines choses qu'a dit Françoise. Donc, en cosmologie, on peut dire aujourd'hui qu'on a finalement un problème analogue à ce qu'on connaissait en astronomie à la fin du XIXe siècle concernant le système solaire, à savoir qu'on a des observations qui conduisent à postuler, si on reste dans le cadre de la théorie de la gravité, la meilleure théorie de la gravité qu'on ait aujourd'hui, qui est la relativité générale. Donc on a des observations qui conduisent à postuler des contenus noirs de l'univers, c'est-à-dire qu'on les détecte par définition, puisqu'ils sont noirs, sombres. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on les détecte uniquement par leur influence gravitationnelle. Et donc ces contenus noirs, ce sont matière et énergie noire. Et ça, c'est analogue à ce qui se passait au XIXe siècle, enfin ce qui s'est passé avec Le Verrier en France, qui a prédit l'existence de Neptune à partir d'observations gravitationnelles. Donc, à l'époque, avant la découverte de Neptune, on pouvait dire que Neptune était une planète noire. Et vous savez sans doute que Le Verrier a également contribué à calculer, le mouvement en particulier de Mercure, et il a découvert que ce mouvement n'était pas en concordance avec ce qu'on pouvait attendre juste de la gravité newtonienne. Et cette anomalie, qu'il a lui-même essayé d'expliquer par une autre planète noire, Vulcain, qui n'a jamais été découverte, a été expliquée plus tard par la relativité générale, donc par une théorie de gravité modifiée par rapport à la théorie de Newton. Donc aujourd'hui, en cosmologie, on a ces deux alternatives de la même façon. Donc on peut soit postuler l'existence de contenus noirs, soit modifier la gravitation, comme l'a dit Françoise également. Donc schématiquement, soit on modifie, soit on ajoute un nouveau contenu dans l'univers, matière noire, énergie noire, soit on modifie les équations de Friedmann, enfin l'autre côté, voilà, de la géométrie, donc la dynamique de la gravitation. Donc aujourd'hui, je vais plutôt parler évidemment de ces deuxièmes possibilités au travers d'une théorie particulière qui modifie la gravitation. Alors, changer la gravitation, donc, comme l'a dit également François, c'est une chose qui a été faite par le passé. Pour ce qui est la matière noire, le modèle, disons, qui est peut-être le premier modèle qui a eu beaucoup de succès et qui continue à en avoir, c'est celui qui a été proposé par Moti Milgrom en 1983. Et pour l'énergie noire, en fait, je crois que le premier modèle historiquement qui a proposé que l'énergie noire pouvait être associée à la modification de la gravité, c'est ce modèle DGP, donc proposé par Dvali, Gabadadze, Porati en 2000, et en fait qui initialement n'était pas vraiment destiné du tout à faire ça, mais on s'est rendu compte qu'il permettait en effet de produire une accélération cosmique via une modification à très grande distance de la gravitation. Et ensuite, il y a eu beaucoup de modèles. Donc, je vais dire quelques mots sur ce modèle DGP. Donc, c'est l'aspect Bran du titre de mon séminaire. Donc, c'est un modèle, comme l'a également rappelé Françoise, donc, qui décrit ce qu'on appelle une brane. Donc, le mot vient de membrane, si l'on veut. Alors, il manque des guillemets, là d'ailleurs, pardon. Donc, qui décrit notre espace-temps usuel à 3 plus 1 dimension comme une sorte de surface plongée dans un espace-temps plus grand, qui, dans le modèle DGP, le plus simple, a simplement une dimension de plus, donc qui est cette dimension transverse à la brane. Et donc on imagine que les champs du modèle standard, de la physique des particules sont localisés sur cette surface, tandis que la gravitation, elle, est une gravitation à 5 dimensions qui décrit la dynamique de cet espace-temps plus grand dans lequel cette surface est plongée. Donc c'est une idée qui vient de la théorie des supercordes. Donc Françoise a mentionné les découvertes de Maldacena donc il y a une vingtaine d'années, un petit peu avant la proposition de DGP. Et donc dans ce cadre, il y a une vingtaine d'années dans la théorie des cordes, les théoriciens des cordes ont accompli ce qu'ils appellent parfois une révolution, et ils ont compris que la théorie des cordes contenait non seulement des cordes, mais aussi des objets avec plus que 2 dimensions.
qui sont ces branes qu'on appelle, donc différents types de branes existent, les branes de Dirichlet qu'a mentionné Françoise, mais également d'autres types de branes. Et en tout cas, si on fait une limite basse énergie de la théorie des cordes, on obtient une théorie des champs, non plus une théorie des cordes, mais une théorie des champs, et qui peut décrire ces branes, ces objets, comme des surfaces justement ayant une dynamique plongée dans un espace-temps plus grand. Donc cette idée a été empruntée à la théorie des cordes par beaucoup de gens, et en particulier par DGP, pour construire des modèles purement, au départ, purement fondés sur une théorie des champs, donc plus une théorie des cordes, pour faire diverses choses. Donc la question peut se poser de savoir est-ce qu'on peut relier ces modèles, par exemple le modèle DGP, à des modèles vraiment issus de la théorie des cordes. Alors si on regarde la cosmologie de ce modèle DGP, on s'aperçoit que les équations de Friedmann sont modifiées. Donc voilà les équations de Friedmann qu'on obtient dans le cas du modèle DGP le plus simple. Ce sont des équations très simples en fait, et donc vous avez là le membre de gauche, c'est simplement la racine carrée du membre qui apparaît dans les équations de Friedmann habituelles, et puis dans le membre de droite, vous avez la densité d'énergie de la matière localisée sur la brane. Et donc on voit que si on regarde ces équations dans l'univers primordial, donc au petit rayon de Hubble, devant une distance caractéristique du modèle, RC, qui apparaît ici dans ces équations, on retrouve les équations de Friedmann usuelles. Donc la cosmologie primordiale, en tout cas à des rayons de Hubble plus petits que ce rayon caractéristique RC, est standard, mais par contre on a une déviation au temps long à cause de cette forme non standard des équations de Friedmann. En tout cas de cette première équation de Friedmann, l'équation de conservation d'énergie est inchangée. Alors, on voit également dans ces équations qu'il y a une dégénérescence des solutions. Là, vous avez deux branches de solutions qui sont paramétrisées par ce paramètre epsilon et qui sont liées à la façon dont la brane est plongée dans l'espace-temps ambiant à 5 dimensions. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais simplement cette dégénérescence vous dit que vous pouvez voir, quand vous regardez les solutions cosmologiques, la brane n'est plus en quelque sorte plate, elle est conique, elle a une forme conique. Donc, le Big Bang est une singularité qui est le long d'une surface là, de genre lumière, et puis selon que vous gardez l'intérieur ou l'extérieur du cône, vous avez trouvé ces paramètres epsilon différents. Donc ça n'a pas d'importance pour la suite de mon exposé, c'est juste de façon un peu anecdotique pour vous montrer le type d'équation qu'on obtient. Alors dans le modèle DGP, on peut comparer le modèle DGP au modèle lambda CDM, donc ça a été fait par différents auteurs, et donc là, les références sont un petit peu anciennes parce que, comme l'a dit Françoise, en effet, le modèle DGP marche moins bien que lambda CDM. On peut même dire qu'aujourd'hui, sans doute, il ne correspond pas aux observations. Et c'est une des raisons pour laquelle il a été moins étudié, sans doute, ces derniers temps. Mais historiquement, il a joué un grand rôle parce qu'il a, je crois, il a en quelque sorte servi d'aiguillon à tout un tas de chercheurs pour proposer des choses qui ressemblent un peu au modèle DGP. Alors, dans ce modèle, la gravitation diffère, comme je l'ai dit également tout à l'heure, à grande distance, et comme Françoise l'a également rappelé, à grande distance, la gravitation diffère de la gravitation d'Einstein, et elle a des similitudes avec une force de gravité qui serait transportée par ce qu'on peut appeler un graviton massif. Donc je vais revenir sur ce que ça veut dire dans la suite de mon exposé. Et pour cette raison, le modèle DGP a relancé l'intérêt qui existait déjà par le passé, depuis même l'invention de la relativité générale, enfin peu après, pour ce qu'on peut appeler la gravité massive, donc une gravité où la gravitation serait transportée par ces fameux gravitons massifs dont je vais parler dans la suite de mon exposé. Alors avant de faire ça, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour parler de la gravité ce qu'on peut appeler la gravité de masse nulle, c'est-à-dire la gravité usuelle de Newton et d'Einstein, par la suite pour montrer bien la différence entre cette gravité de masse nulle et une gravité qui serait transportée par un graviton massif. Donc dans la théorie newtonienne, évidemment, on sait que la gravitation est décrite par une force qui s'exerce entre deux masses quelconques, M1 et M2, et qui décroît comme l'inverse de la distance petit r entre ces forces au carré. Et donc en fait, cette simple formule nous dit, si on l'interprète de façon moderne dans le cadre d'une théorie des champs, nous dit que le graviton a une masse nulle, essentiellement. Je vais expliquer pourquoi par la suite. Alors, ce caractère de graviton de masse nulle, enfin le fait que le graviton a une masse nulle se voit dans cette loi parce que cette force a une portée infinie.
C'est-à-dire que ce qu'on veut dire par là, c'est que, évidemment, elle décroît avec la distance, comme l'inverse du carré de la distance, mais elle décroît comme une loi de puissance. Et donc ça, c'est caractéristique d'une force transportée par une particule de masse nulle. Donc c'est une première caractéristique. Et deuxième caractéristique de la gravitation newtonienne, évidemment, c'est qu'elle est transmise instantanément. Donc si on supprime en claquant des doigts la Lune ou la Terre, la force entre les deux corps disparaît instantanément. Donc ces deux propriétés se lisent elles-mêmes dans l'équation de Poisson à laquelle obéit le potentiel gravitationnel φn. Donc là, vous avez le Laplacien φ qui est égal à 4πg fois la densité de masse. Donc on trouve en inversant cette formule, enfin en calculant l'inverse du Laplacien, on trouve que simplement la force varie comme 1 sur la distance au carré. Et puis c'est cette équation de Poisson elliptique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propagation, ce qui veut dire que la force se transmet instantanément. Alors, on verra par la suite comment modifier cette équation quand on veut essayer de donner une masse au graviton. Alors, après Newton, évidemment, Einstein arrive. D'abord, la relativité restreinte, donc dont je retiens là trois points parce que je vais revenir par la suite. D'abord, que la vitesse de la lumière est indépassable par des mobiles matériels et constante dans tous les référentiels inertiels. Ensuite, c'est la naissance, évidemment, de l'espace-temps. Et puis, cette fameuse formule E égale mc2, que tout le monde connaît. Donc je vais développer un petit peu ces trois points. Donc d'abord, le fait que la vitesse de la lumière soit indépassable par les mobiles matériels fait immédiatement se poser la question à quelle vitesse se propage la force de gravitation de Newton, hein. Est-ce qu'elle se propage à vitesse instantanée ou pas? Ensuite, elle conduit, la constance de la vitesse de la lumière, comme vous le savez, conduit à la notion d'espace-temps. Espace et temps sont entremêlés. Et l'espace-temps de la relativité restreinte, c'est l'espace-temps de Minkowski, qui a une métrique usuellement appelée état mu, qui est simplement une métrique diagonale avec -1, 1, 1, 1. Et donc j'utilise là cette notation par la suite, donc je voulais l'introduire ici. Et puis, troisième chose, le E égale mc2 hein, de la relativité restreinte nous fait nous demander également si l'énergie gravitationnelle peut elle-même graviter, puisqu'on voit qu'il y a une équivalence entre énergie et masse. On sait que les masses gravitent, donc est-ce que l'énergie de liaison gravitationnelle, par exemple, dans un corps, il y a toujours une énergie de liaison gravitationnelle, est-ce qu'elle peut graviter, cette énergie? Donc la réponse à toutes ces questions vient avec la relativité générale, qui nous dit que la géométrie de l'espace-temps est donc déterminée par les équations d'Einstein. Donc là, vous avez le tenseur d'Einstein, qui est un opérateur hyperbolique agissant sur la métrique, et puis de l'autre côté, du côté de la matière, le tenseur énergie-impulsion de la matière. Et la géométrie de l'espace-temps est codée dans la métrique petit g mu nu, qui permet de mesurer des distances, en particulier sur l'espace-temps. Alors, si je regarde une petite perturbation h mu nu au voisinage de l'espace-temps de Minkowski, cette petite perturbation, donc j'écris que g mu nu, c'est la métrique de Minkowski plus cette petite perturbation, je vois qu'en vertu des équations d'Einstein, cette petite perturbation obéit à une équation d'onde. Donc le Laplacien tout à l'heure est remplacé par un D'Alembertien, et donc il y a propagation de l'interaction transmise par h mu nu à vitesse finie, c. Et puis par ailleurs, je sais que ces équations, également, elles vont redonner l'équation de Poisson de tout à l'heure pour le potentiel gravitationnel qui correspond à une des composantes de h mu nu dans la limite non relativiste. Alors, ce caractère propagatoire de l'interaction, évidemment, a conduit Einstein en 1916 à montrer que sa théorie conduisait à l'existence d'ondes gravitationnelles. Et vous savez que ces ondes, en tout cas, ont été détectées pour la première fois de façon directe, même si on peut également dire que le pulsar binaire est déjà une détection presque directe de ces ondes. En tout cas, l'an dernier, à peu près il y a un an, la corrélation LIGO-Virgo a annoncé la découverte d'un signal d'onde gravitationnelle venant de la coalescence de deux trous noirs très, très massif. Donc ça, tout le monde, je pense, connaît cette nouvelle, évidemment, qui est révolutionnaire pour le domaine de la gravitation. Et je reviendrai sur cette découverte à la fin de mon séminaire. Alors, dans le cas de la relativité générale, hein, les ondes gravitationnelles, on peut dire que c'est la même chose que les ondes électromagnétiques dans la théorie de Maxwell. Donc ce sont des perturbations du champ gravitationnel qui se déplacent, qui se propagent à la vitesse de la lumière. Alors, qu'en est-il du graviton? Le graviton, donc ça serait l'analogue du photon, c'est-à-dire un quantum de gravitation. Et il y a tout un débat sur la détectabilité éventuelle d'un graviton.
On peut montrer que c'est très difficile, voire impossible. Mais ce qu'on sait, c'est que si ce graviton existe, il a une masse nulle, en tout cas dans le cadre de la relativité générale. Et dans la suite de mon séminaire et dans ce domaine de recherche, en fait, on parle un petit peu par abus de langage d'un graviton de masse nulle, parce qu'on ne parle pas vraiment d'un état quantique du champ gravitationnel, qui serait l'analogue vraiment du photon, mais on parle plutôt des ondes gravitationnelles, disons, et par abus de langage ou par raccourci, on dit que ce graviton a une masse nulle quand on parle de la relativité générale. Alors pourquoi a-t-il une masse nulle? Eh bien, comme j'ai dit, c'est lié, en tout cas ça se voit dans le fait que la force gravitationnelle newtonienne, qu'on retrouve dans la limite non relativiste de la relativité générale, décroît comme une loi de puissance. Si on avait une force transportée par une particule de masse non nulle, de masse petit m, on aurait typiquement non pas une décroissance en loi de puissance, mais une décroissance exponentielle. En tout cas, on aurait une coupure exponentielle qu'on appelle parfois de type Yukawa, avec une longueur de coupure lambda qui est donnée par la longueur de Compton de la particule. Donc si on est dans les unités où h bar et c sont pris à 1, c'est simplement l'inverse de la masse. Donc une particule massive transmet sa force juste à des distances inférieures à l'inverse de sa masse, et puis au-delà, il y a cette coupure exponentielle très rapidement. Donc, dans une limite non relativiste d'une théorie des champs d'une particule massive, en fait, une telle force est décrite, ou en tout cas est obtenue par une équation qui remplace l'équation de Poisson, qu'on appelle parfois l'équation de Helmholtz modifiée. Donc, vous avez le terme de Poisson, là, les deux termes de Poisson, le Laplacien phi égale à ρ, et puis vous rajoutez ce terme-là. Donc, il y a un terme linéaire dans le champ et qui est supprimé par la longueur de lambda de coupure au carré. Et ça, ce terme-là, crée cette coupure exponentielle de la force. Dans la relativité générale, en fait, on sait que les équations sont écrites de façon invariante sous les difféomorphismes, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont invariantes sous changement de coordonnées, parce qu'on le voit directement parce qu'on manipule ici des tenseurs. Donc les tenseurs, par définition, c'est des objets qui sont construits pour être invariants sous changement de coordonnées. Et puis, on a même un principe variationnel très élégant dû à Einstein et Hilbert qui permet de dériver les équations à partir de cette action. Et cette action, c'est une action qui est complètement invariante sous les difféomorphismes. Donc, on obtient ces équations invariantes sous les difféomorphismes. Et c'est cette invariance qui protège la masse du graviton, c'est-à-dire qui donne au graviton sa masse strictement nulle. De la même façon que dans l'électromagnétisme, décrit par la théorie de Maxwell, vous avez un photon de masse nulle parce que vous avez une invariance de jauge. Donc en gravitation, vous avez un graviton de masse nulle parce que vous avez une invariance de jauge sous les difféomorphismes. Voilà. Alors maintenant, quelques mots sur les tests historiques de la relativité générale, et en particulier donc, trois tests bien connus, mais juste quelques mots sur le deuxième, là, la déviation de la lumière, parce qu'il joue un rôle particulier pour la gravité massive. Donc c'est un test proposé par Einstein, dont l'histoire retient que c'est Eddington qui l'a confirmé en 1919, et ça consiste simplement à regarder le déplacement apparent de la position d'une étoile dans le ciel quand cette étoile se trouve près du Soleil ou quand elle est loin du Soleil. Donc quand elle est près du Soleil, la trajectoire du rayon lumineux qui va de l'étoile à l'observateur est légèrement déviée, et ça cause un déplacement du mouvement de la position apparente de l'étoile dans le ciel qu'on peut mesurer et que Eddington a mesuré en regardant une éclipse, évidemment, parce qu'on a intérêt à prendre des étoiles qui sont très près, dont la lumière rase le bord du Soleil. Et donc pour ça, c'est mieux de faire ça quand le Soleil est éclipsé. On voit plus facilement les étoiles qui sont derrière le Soleil. Voilà, donc Eddington a fait ça en 1919, et l'histoire a retenu que c'était une confirmation éclatante de la théorie d'Einstein, puisque la théorie de Newton prédit également une déviation, mais un peu différente, un facteur d'ordre 1 différent. Et donc le test a confirmé la théorie d'Einstein. Alors aujourd'hui, cette déviation de la lumière, elle est beaucoup mieux connue qu'au temps d'Eddington, où les mesures étaient assez mauvaises en fait, et on teste aujourd'hui cet effet à 10 moins, je ne sais plus très bien, 4 ou 5 près. Voilà, donc en tout cas, on ne peut pas s'accommoder avec une différence d'ordre 1. Alors, quelques mots encore sur la gravitation d'Einstein. Dans la gravitation d'Einstein, toute énergie gravite, même l'énergie gravitationnelle, et
on peut le traduire en disant que la gravitation interagit avec elle-même de façon non linéaire. Donc, si on regarde, on pense aux équations d'Einstein, hein, qui sont des équations vraiment non linéaires, eh bien, quand on linéarise ces équations, on trouve les équations des ondes gravitationnelles, donc où l'opérateur, le tenseur G mu nu est remplacé simplement par un d'Alembertien de H mu nu. Mais en fait, on sait très bien que là, on a fait une approximation et que si on regarde les termes suivants en H, il y a des termes quadratiques et puis des termes cubiques, etc. Et on pourrait écrire les équations d'Einstein comme un développement en série infinie de H, où H étant une petite perturbation, un voisinage de la métrique plate. Donc ça également va jouer un rôle dans la suite. Voilà, alors j'ai fini ma parenthèse sur les gravitations de masse nulle, en quelque sorte, la meilleure qu'on ait étant la théorie d'Einstein, et je continue cette discussion maintenant sur la gravité massive. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut construire une gravitation de portée finie, si on veut, ou une gravité massive, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'une particule massive transmettait une force avec une portée finie. Donc c'est une question en fait qui est ancienne et qui même finalement date d'Einstein lui-même, puisque si vous regardez le papier d'Einstein où il a introduit la constante cosmologique, dont on dit qu'il aurait dit plus tard que c'était la plus grande bêtise de sa vie, mais je crois qu'il n'y a aucune preuve historique qu'il ait vraiment prononcé cette phrase. Enfin bon, c'est resté dans le folklore. En tout cas, si on regarde ce papier, ce qui est un fait, qu'on peut le lire aujourd'hui, puisque le papier est disponible évidemment, on voit qu'Einstein essaie de relier l'introduction d'une constante cosmologique au fait de donner une portée finie à une interaction, exactement à la Yukawa, comme on dirait de façon plus moderne. À l'époque d'Einstein, on ne parlait pas de cette façon, mais c'est exactement ça. Il fait le parallèle avec une décroissance de type Yukawa. Alors, la constante cosmologique ne donne pas une portée finie à la gravité, puisque en fait, la théorie avec une constante cosmologique respecte toujours l'invariance sous les difféomorphismes de la relativité générale, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette invariance sous le difféomorphisme garantit que le graviton a une masse nulle. Mais néanmoins, c'était une des motivations d'Einstein de faire ça. Donc il y a une connexion historique amusante entre l'idée de rendre la gravitation de portée finie et l'idée d'introduire une constante cosmologique. Alors si la gravitation a une portée finie, évidemment, sa portée, pour être intéressante en cosmologie, elle doit être de l'ordre du rayon de Hubble, parce qu'on sait que c'est à peu près à cette distance, disons, pour être un peu grossier, que les choses qu'on voudrait modifier la gravité pour remplacer l'énergie noire, typiquement. Et puis elle doit être aussi évidemment très grande, cette portée, pour être compatible avec tous les tests de la gravitation qu'on sait faire aujourd'hui, que ce soit les tests dans le système solaire ou les tests qui concernent les champs forts, hein, les pulsars binaires, ou même des tests cosmologiques qu'on sait faire depuis quelques années et qui ont été développés en particulier un peu aiguillonnés par ces modèles où la gravité est modifiée à grande distance. Donc l'histoire de la gravité massive, après Einstein, eh bien, nous sautons à Fierz et Pauli, donc ces deux physiciens, qui en 1939 découvrent la façon unique, montre-t-il, de modifier l'équation linéaire des ondes gravitationnelles pour donner une masse au graviton. Donc, qu'ont fait Fierz et Pauli? Ils ont pris la théorie d'Einstein avec l'action d'Einstein-Hilbert, ici. Donc, cette partie que je souligne là, c'est simplement la théorie d'Einstein standard. Et on sait très bien que si on la développe, cette action d'Einstein-Hilbert, au second ordre, dans une petite perturbation H mu au voisinage d'une métrique plate, on va trouver ici un terme quadratique, hein, on est à l'ordre 2, donc ce terme quadratique, ça sera simplement le terme cinétique des ondes gravitationnelles. Et donc si après on utilise cette action et qu'on la varie, on obtient les équations des ondes gravitationnelles. Donc ce qu'ont fait Fierz et Pauli, ils ont montré qu'on pouvait rajouter à cette partie quadratique un autre terme quadratique. Donc là, vous voyez, c'est quadratique en H mu, ça dépend de la métrique de l'espace-temps de fond eta. Et en fait, on peut imaginer rajouter deux termes différents qui ont la même structure. Ce premier terme, là, avec cette contraction avec la métrique eta, ou ce deuxième terme qui est simplement la trace du tenseur H au carré. Mais ce qu'ont montré Fierz et Pauli, c'est qu'il fallait prendre précisément cette combinaison linéaire avec ce facteur -1 entre les deux pour avoir une théorie stable, c'est-à-dire une théorie qui n'est pas de mode d'énergie négative qu'on appelle parfois des fantômes. Donc c'est ça l'unicité dont je parlais tout à l'heure, c'est l'unique possible extension de la théorie des ondes gravitationnelles qu'ont trouvé Fierz et Pauli en 1939. Alors malheureusement, si on peut dire, ou heureusement, je ne sais pas, la théorie de Fierz et Pauli conduit à des prédictions
en désaccord avec les observations. Et en particulier, la déviation de la lumière, dont je parlais tout à l'heure, diffère de 25% dans cette théorie des prédictions de la relativité générale, quelle que soit la masse du graviton. Vous voyez, là intervient le paramètre petit m, qui est la masse du graviton. Quelle que soit la valeur de m, vous trouvez toujours une différence énorme, en fait, d'ordre 1, avec la relativité générale. C'est ce qu'on appelle ce caractère discontinu, parce que là, vous voyez que si vous faites tendre la masse vers 0, vous vous dites vous allez retrouver la relativité générale, mais en fait, non. Si vous faites tendre la masse vers 0, vous trouvez toujours une déviation de 25%, quelle que soit la valeur de m. C'est ce qu'on appelle la discontinuité de Van Damme-Velman-Sakharov, qui a été évoquée par Françoise tout à l'heure, qui a été découverte dans les années 70. Il faudrait rajouter aussi le nom de Iwasaki ici. Donc cette discontinuité nous dit simplement qu'on ne peut pas faire tendre vers 0 la masse d'un graviton dans la théorie de Fierz-Pauli et retrouver la relativité générale. Alors, voilà. Alors, la discontinuité de Van Damme-Velman-Sakharov, on la voit facilement si on regarde les propagateurs du graviton, c'est-à-dire l'inverse de l'opérateur cinétique. Quand on regarde la théorie de masse nulle, c'est-à-dire la relativité générale, qui donne ce propagateur-là, typiquement, donc, à des termes, donc là, j'ai écrit pour une impulsion P. Donc, il y a des termes linéaires dans l'impulsion qui ne sont pas intéressants et qui en plus dépendent de la jauge qu'on a choisie. Mais si vous regardez les premiers termes là, et puis vous comparez ces termes-là avec la théorie d'un graviton massif, vous voyez que vous avez des termes qui ont la même structure, mais par contre, vous avez un coefficient 1,5 versus ici 1 tiers. Et absolument indépendamment de la masse m du graviton. Si vous faites tendre m vers 0, ce terme-là ne va jamais redonner celui d'au-dessus. Et c'est cette différence, indépendante de la masse, qui est responsable de la discontinuité de Van Damme-Velman-Sakharov. Alors, en fait, cette propriété, cette discontinuité, est un exemple de ce qu'on peut appeler la robustesse de la relativité générale, qu'on peut caractériser par différents théorèmes qui nous disent qu'il est très difficile de modifier la relativité générale sans trouver quelque chose de finalement dramatiquement différent, ou très différent, pour employer plutôt un mot français, et pas un anglicisme. Voilà. Donc la relativité générale est très robuste, et en particulier, si vous essayez de lui donner une masse de cette façon, vous pouvez vous arrêter, parce que vous savez tout de suite que votre théorie est invalidée par les observations. Alors, cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 1972, ce monsieur très sympathique, qui est vraiment très sympathique d'ailleurs, je le connais bien, et comme le montre sa photo, Arkady Weinstein, donc un physicien, un très grand physicien russe, maintenant qui travaille aux États-Unis, conjecture une solution possible au problème de la discontinuité de Van Damme-Velman-Sakharov, ce qu'on appelle maintenant le mécanisme de Weinstein, donc qui repose sur une extension non linéaire de la théorie de Fierz-Pauli. Donc la théorie de Fierz-Pauli, c'est une théorie linéaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste une théorie pour des ondes gravitationnelles où il n'y a pas d'auto-interaction de ces ondes avec elles-mêmes. Et donc, ce que montre Weinstein, c'est que si on va dans une théorie non linéaire, si on essaie d'étendre la théorie de Fierz-Pauli de façon non linéaire, ce qui nécessite généralement l'existence de deux métriques cette fois-ci, donc on parle de cette façon de théorie bimétrique, on a possiblement une solution au problème de Van Damme-Velman-Sakharov. Alors je souligne que c'est une conjecture à l'époque, et on va revenir sur cette conjecture par la suite. Alors typiquement, voilà le genre d'action qu'on regarde dans ce genre de théorie. Donc on a l'action d'Einstein-Hilbert pour une métrique dynamique. Ça, c'est la relativité générale. Ça, c'est également la relativité générale. C'est le couplage minimal usuel entre la métrique et la matière. Et on rajoute, donc le terme nouveau, c'est un terme d'interaction non dérivatif entre la métrique de la relativité générale, ou la métrique, disons, couplée à la matière, et puis une autre métrique F qu'on peut prendre pour commencer non dynamique. Donc c'est ce genre de théorie, on appelle parfois ça aussi des théories avec pré-géométrie, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a une métrique dans l'univers qui est non dynamique et qui donne une sorte de référentiel privilégié. C'est une possibilité. Alors on peut aussi faire quelque chose d'un peu plus élégant, c'est de donner une dynamique à cette deuxième métrique. Et dans ce cas-là, on a une théorie vraiment bimétrique avec deux métriques dynamiques. Alors voilà quelques exemples de termes d'interaction, ce fameux S-interaction là, qui marche. Donc ça, c'est deux termes qui ont été considérés par ces auteurs-là pour différentes raisons. Et donc vous voyez qu'en fait, ce qu'ils font, ces termes d'interaction là, donc le grand H menu, c'est la différence entre les deux métriques. Et puis là, vous contractez le grand H menu avec soit F, soit G inverse.
Et en fait, ces termes-là, ils sont choisis de telle sorte que quand vous regardez la limite de ces théories de champs faibles, vous retrouvez la théorie de Fierz-Pauli de tout à l'heure. C'est comme ça qu'on peut les définir. Et donc, en fait, il y a un nombre infini de modèles avec des propriétés similaires, qui incluent les modèles DRGT dont Françoise a parlé également et que j'évoquerai également à la fin de l'exposé. Et donc, ce genre de théories, on peut dire qu'ils sont dans la classe d'universalité de Fierz-Pauli en utilisant un vocable qui a été forgé par Thibaut Damour et Yann Kogan en 2003, c'est-à-dire que c'est des théories où le terme d'interaction il est fait pour redonner le terme de Fierz-Pauli dans la limite des champs faibles. Alors on peut regarder maintenant dans ce genre de théorie les solutions statiques à symétrie sphérique, si on veut décrire par exemple, si on veut s'intéresser à la métrique au voisinage du Soleil et qu'en première approximation, comme on le fait souvent en relativité générale, on suppose que le Soleil est un corps statique à symétrie sphérique. Donc vous savez que le Soleil en fait tourne, hein, donc déjà il n'est pas statique. Et je ne sais pas si on a mesuré son aplatissement aujourd'hui, mais on s'attend à ce qu'il y ait un petit aplatissement. Voilà. Donc évidemment c'est une approximation. Donc, si on fait ça, en général, on commence sur la même façon. On prend une métrique qui a la bonne symétrie. Donc, la métrique, elle a ici cette forme. Vous avez deux fonctions inconnues, nu et lambda. Et ça, c'est la forme aussi qu'on utilise en relativité générale quand on veut obtenir la métrique de Schwarzschild. Et puis, on cherche à résoudre les équations des champs dans le vide à l'extérieur du corps. Et en général, ça suffit pour obtenir la solution simplement par symétrie. Donc, si on fait ça dans ce genre de théorie, voilà ce qu'on obtient. Donc RS, c'est le rayon de Schwarzschild usuel. Et en fait, vous voyez, au lieu d'avoir le coefficient plus 1, ici, devant ce terme, qu'on trouve dans la solution de Schwarzschild, on a 1,5. Alors j'ai oublié de dire qu'en fait, ici, on essaie de résoudre ces équations des champs qui sont assez compliquées en faisant un développement dans la constante de Newton. Donc le RS, ici, est proportionnel à la constante de Newton. Et donc là, vous avez le premier terme linéaire dans la constante de Newton. Et donc ici, vous avez un coefficient plus 1 au lieu d'avoir plus 1,5, au lieu d'avoir plus 1 dans la solution de Schwarzschild. Et ça nous dit immédiatement que cette théorie donne par exemple une déviation de la lumière différente de ce facteur 25% dont je parlais tout à l'heure, de la déviation de la lumière donnée par la relativité générale. Donc c'est simplement, et ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, vous voyez comme là, on travaille à l'ordre 1 en G Newton, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a linéarisé les équations. Et comme la théorie a été faite pour redonner dans la limite où on linéarise les équations, la théorie de Fierz-Pauli, on retrouve la solution qui est discontinue. Donc ça, c'était connu en quelque sorte avant Weinstein. Mais Weinstein a fait la chose assez remarquable suivante, la chose assez remarquable que je vais expliquer, il a calculé le terme suivant. Et le terme suivant, il a trouvé qu'il était donné par un coefficient d'ordre 1 fois ce petit epsilon, enfin cette quantité epsilon. Alors en fait, comme ça a été souligné par Thibaut Damour et plus tard, le calcul de Weinstein a été fait dans un certain type de théorie dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire en fait ce n'est pas exactement des théories qui tombent dans cette classe précisément, mais tout ce que je dis s'applique néanmoins à ces théories-là et également à la théorie considérée par Weinstein, donc ça n'a pas une grande importance pour ce que je dis, cette différence. Et donc ce qu'a trouvé Weinstein, c'est que le terme suivant variait, vous voyez, comme 1 sur la masse du graviton à la puissance 4 et puis 1 sur la distance à la puissance 5. Donc ça veut dire que si vous prenez maintenant cette solution, en supposant que ce soit en effet une solution qui existe, et que vous faites tendre la masse du graviton vers 0, ces termes explosent, puisqu'ils varient comme 1 sur la masse du graviton à la puissance 4. Et donc, Weinstein en a déduit facilement que ce développement introduit une nouvelle échelle de longueur qu'on appelle souvent le rayon de Weinstein, qui s'exprime comme le rayon de Schwarzschild fois la masse du graviton à la puissance moins 4, le tout à la puissance 1/5. Donc ça, c'est dans des unités où h bar et c valent 1, où donc les masses et les longueurs sont des grandeurs inverses l'une de l'autre, dimensionnellement. Donc ce rayon de Weinstein, c'est le rayon à partir duquel cette quantité epsilon devient d'ordre 1. Donc quand vous partez de l'infini, vous voyez que vous vous approchez de la masse, il y a une certaine distance où ce epsilon va devenir d'ordre 1, et c'est la distance à laquelle vous pouvez oublier cette solution, puisque la solution, manifestement, la théorie de perturbation diverge. Donc malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais pour le Soleil, quand on met des nombres là-dedans, donc quand on prend le rayon de Schwarzschild du Soleil, quelques kilomètres, et la masse du graviton qu'on veut pour la cosmologie, donc de l'ordre du rayon de Hubble inverse,
on trouve que cette distance de Weinstein est énorme. Elle est beaucoup plus grande que le système solaire, ce qui veut dire qu'on peut rien dire à partir du raisonnement de Fierce et Pauli sur une théorie de gravité massive dans le système solaire. Donc, l'argument qui dit qu'il fallait oublier la gravité massive en regardant les observables dans le système solaire est complètement invalidé par ce raisonnement de Weinstein. Alors, Weinstein fait plus, puisque en fait, ce que ce développement veut dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe à des distances plus petites que le rayon de Weinstein. Le rayon de Weinstein, comme je l'ai dit, qui est beaucoup plus grand que le système solaire. Donc Weinstein fait plus, il essaie de savoir ce qui se passe à petite distance, et ce qu'il fait, c'est qu'il fait un autre développement perturbatif, cette fois-ci qu'il fait par force autour de la solution de Schwarzschild de la relativité générale. Donc là, cette fois-ci, les deux coefficients là sont égaux en valeur absolue, et puis il calcule le terme d'ordre d'après, et cette fois-ci, le terme d'après, il a la bonne idée de se comporter bien quand la masse du graviton tend vers 0. Donc si vous prenez ça comme le développement d'une solution existante, et vous faites tendre la masse du graviton vers 0, vous retrouvez bien la relativité générale. Donc a priori, ça marche. Ça tend vers Schwarzschild quand m tend vers 0. Et puis, on peut même comprendre par le caractère non analytique des corrections ici pourquoi le précédent développement échoue. Alors, cependant, Weinstein n'a pas du tout montré en 1972 que ça, c'était vraiment le développement d'une solution qui existait, ni d'ailleurs que ça était aussi le développement d'une solution qui existait. Donc, il n'a pas montré qu'on pouvait raccorder les deux développements dans une solution vraiment existante de la théorie. Et ça a été souligné en particulier par Boulware et Désert, juste après le papier de Weinstein, qui ont souligné cette absence de preuves. C'est pour ça que j'ai écrit tout à l'heure que Weinstein avait conjecturé que ça pouvait marcher de cette façon, mais qu'il n'avait pas prouvé que c'était le cas. Et parallèlement à ce problème souligné par Boulware et Désert ont aussi découvert autre chose. En tout cas, ils ont cru prouver que, dans leur papier, ils disent qu'ils l'ont fait, ils ont cru prouver que toute théorie non linéaire massive est instable et possède en particulier un mode de type fantôme, qu'on appelle en général le fantôme de Boulware-Désert, dans cette théorie. Donc ça, a priori, ça invalide complètement cette théorie également, ce genre d'extension non linéaire de la théorie de Fierce et Pauli. Alors la situation reste bloquée jusqu'au modèle DGP en 2000, puisque, pour la raison que je vais expliquer tout à l'heure, mais avant, je voudrais dire quelques mots du lien entre le modèle DGP et la gravité massive. Donc pourquoi il y a la gravité massive dans le modèle DGP? Et là, la raison, c'est qu'il y a des dimensions supplémentaires, essentiellement d'espace-temps. En tout cas, il y en a une supplémentaire, et on pense là à un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de Kaluza-Klein, qui date des années 20, donc Kaluza-Klein, qui sont là, et ce mécanisme explique comment, s'il y a des dimensions d'espace supplémentaires aux trois que nous expérimentons quotidiennement, donc comment ces dimensions, ou pourquoi ces dimensions pourraient rester invisibles pour le moment. Et pour ça, il suffit qu'elles soient compactes et suffisamment petites. Donc c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dimension compacte? Schématiquement, c'est une dimension dont on peut faire le tour, comme par exemple si vous prenez un cylindre comme la surface d'un fil électrique. Donc il y a une dimension le long de l'axe du cylindre qui est grande, et puis il y a une dimension transverse dont vous pouvez faire le tour, qui a une certaine taille, qui est simplement le rayon du cylindre, R. Alors si vous regardez une théorie des champs dans un tel espace, avec par exemple 4 dimensions spatiales, donc avec le temps ça fait 5 en tout, et puis vous supposez que sur ces 4 dimensions spatiales, il y en a la quatrième est compacte. Donc vous avez 3 plus une grande dimension qui correspondent à l'axe du cylindre, et puis une dimension compacte. Et vous écrivez une équation des champs typique pour un champ qui vit dans un tel espace. Donc c'est une équation de Poisson, si vous êtes dans la limite non relativiste, qui s'écrit comme ceci. Donc Laplacien phi égale 4pi g rho, avec g cette fois-ci, c'est la constante de Newton, ou la constante de couplage de la théorie à 5 dimensions. Vous faites ça, et vous demandez par ailleurs que phi soit périodique suivant la quatrième dimension. Donc ça veut dire que suivant la coordonnée w, ici qui paramétrise la quatrième dimension, vous devez demander la périodicité, ce qui veut dire que vous pouvez décomposer phi en série de Fourier de cette façon. Donc vous écrivez phi comme une somme de modes de Fourier avec des coefficients de Fourier qui sont des champs, vous voyez, qui dépendent des 3 coordonnées usuelles de l'espace usuel à 3 dimensions. Et puis la quatrième dimension, elle est cachée dans le facteur exponentiel ici. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que vous mettez cette décomposition de Fourier dans l'équation de Poisson,
et vous regardez quelle équation obéit chaque coefficient de Fourier, phi k, et voilà quelle équation ces coefficients obéissent, vous voyez. Eh bien, en fait, c'est l'équation de Helmholtz modifiée qu'on avait tout à l'heure. Donc, on se rend compte de cette façon que chaque coefficient phi k peut être considéré comme un champ à part entière, vivant dans un espace à 3 plus 1 dimension, donc 3 dimensions d'espace et le temps, et avec une masse, la masse d'un mode phi k est donnée par simplement k sur r, vous voyez, mk est proportionnel à k sur r, où, où k est le nombre d'ondes du mode de Fourier. Donc par ce petit calcul simple, on voit qu'un champ qui vit dans un espace à 4 plus 1 dimension est vu comme une collection infinie de champs vivant dans un espace à 3 plus 1 dimension, et on appelle en général cette collection une tour de mode de Kaluza-Klein. Donc vous avez un mode de masse nulle, puis vous avez un mode de masse 1 sur R, 2 sur R, etc. dans les unités usuelles. Donc si vous faites une expérience dans cette théorie à basse énergie devant 1 sur R, vous voyez juste le mode de masse nulle, et vous ne voyez pas les modes massifs, et donc de cette façon, vous êtes incapable de détecter l'existence de la dimension supplémentaire qui se manifeste simplement par l'existence de ces modes massifs. Alors ça marche aussi pareillement pour la gravitation. Donc si vous êtes, regardez simplement d'abord l'interaction newtonienne, si on peut dire, entre deux masses placées dans ce genre de géométrie. Donc si vous êtes à petite distance, petit r, devant le rayon de la dimension supplémentaire, vous allez interagir, vos masses vont interagir comme dans un espace à 4 plus 1 dimension, suivant une loi où le potentiel varie en 1 sur r carré. Et si vous écartez vos masses, cette fois-ci d'une distance petit r très grande devant le rayon grand R, eh bien, elles vont se mettre à interagir avec la loi usuelle de Newton dans l'espace qu'on connaît quotidiennement à 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Alors, cette propriété, on peut le voir, on peut le comprendre en faisant une décomposition en termes de mode de Kaluza-Klein du graviton. Donc, reprenons notre bon vieux graviton. Donc, on écrit la métrique de la théorie à 5 dimensions, 4 plus 1 dimension, comme une métrique de référence qui est la métrique, disons, plate du cylindre non perturbé, et on rajoute une petite perturbation qui dépend des 4 coordonnées usuelles de l'espace-temps, plus une coordonnée W, comme tout à l'heure, qui mesure la position le long autour du cylindre. On demande la périodicité suivant cette dimension, on décompose en mode de Fourier, et donc on trouve que le graviton, puisqu'il obéit à une équation des champs de type équation de Poisson, dans la limite non relativiste, chaque graviton, chaque mode de Fourier va obéir à l'équation d'une particule massive, sauf celui qui a une masse nulle. Donc on a également une tour de graviton massif, et puis à partir de cette tour de graviton massif, on peut calculer la force d'interaction entre deux masses. Donc cette force d'interaction, ça va être la somme d'interactions de type Yukawa avec une coupure exponentielle. Et donc on voit de cette façon émerger ces deux régimes dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous êtes à grande distance devant le rayon de la dimension supplémentaire, dans cette somme, comme il y a ces coupures exponentielles et que chaque mk est proportionnel à 1 sur r, eh bien, vous ne gardez que le mode de masse nulle, donc vous avez la loi de Newton usuelle. Et si vous êtes au contraire à petite distance devant le rayon de la dimension supplémentaire, eh bien, vous allez en garder plus de modes, vous allez garder tous les modes pour lesquels mk r est à peu près nul. Et donc en les comptant, eh bien, ça vous donne le facteur grand R sur petit r qui vous manque pour retrouver le potentiel en 1 sur r carré de la théorie à 5 dimensions. Donc c'est un calcul très simple et qui en fait se généralise disons grosso modo à toutes les situations où vous avez des dimensions supplémentaires et que vous essayez d'interpréter ces dimensions en termes d'une théorie à 3 plus 1 dimension. Donc en particulier, ça s'applique au modèle DGP. Alors c'est un peu différent dans le modèle DGP parce que d'une part, la dimension supplémentaire n'est pas compacte. Elle est, comme l'a dit Françoise également tout à l'heure, elle est infinie. Donc ça provoque une modification de la gravité à grande distance. Mais d'autre part, également, vous avez non pas un nombre dénombrable de modes de Kaluza-Klein, caractère dénombrable qui vient de la compacité de la dimension supplémentaire, mais au contraire un continuum. Donc vous avez en fait un continuum de gravitons massifs, mais néanmoins vous avez ces gravitons massifs, et c'est pour cette raison, à cause de la présence de ces gravitons massifs, que vous avez justement dans le modèle DGP, vous avez des propriétés caractéristiques de la gravité massive. Donc c'est la fin de ma parenthèse sur le lien entre DGP et gravité massive, et je reviens à cette théorie de gravité massive. Donc on en était, vous vous rappelez, à l'histoire de Weinstein et aux critiques de Boulware et Désert.
Et comme je l'ai dit, la situation est restée bloquée jusqu'au modèle DGP. Et là, la première chose qui a permis de débloquer un peu la situation, ce sont les solutions cosmologiques qui ont été trouvées en 2001, qui offraient la première preuve, la première indication plutôt, fondée sur des solutions explicites d'une théorie, que le mécanisme de Weinstein peut fonctionner, puisque j'ai dit tout à l'heure au début de mon exposé que dans le modèle DGP, on retrouvait exactement, dans une limite, les solutions, les équations de la relativité générale pour la cosmologie. Donc ça montrait qu'il était possible de prendre une théorie de gravité massive, entre guillemets, DGP, et de prendre une certaine limite qui redonnait exactement les équations de la relativité générale, de la même façon qu'on peut s'y attendre si le mécanisme de Weinstein fonctionne vraiment, puisque le mécanisme de Weinstein vous dit que si vous prenez une solution asymétrie sphérique, par exemple, d'une théorie de gravité massive, et vous faites tendre la masse vers zéro, vous devez retrouver les solutions de la relativité générale. Voilà. Alors ça, c'était la première indication. Et plus tard, après, il y a eu d'autres travaux dont je vais parler également, mais je crois que ça a servi d'aiguillon à nouveau pour un renouveau d'intérêt pour la gravité massive. Et de nombreux travaux ont cherché à étendre, à améliorer le modèle DGP, qui a un certain nombre de problèmes qui ont été mentionnés par Françoise également. Voilà. Alors, pour continuer mon histoire sur la gravité massive, dans le modèle DGP, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une infinité de gravitons massifs. Et donc ça, c'est une situation en fait, qui complique le problème de trouver une théorie de gravité simplement où la gravité est modifiée à distance finie. Ce qu'on aimerait trouver, et c'est tout un effort qui a été mené après le modèle DGP, c'est une théorie avec un seul graviton massif, non pas un continuum, mais un seul, d'accord, ou peut-être un nombre fini de gravitons massifs. Alors il y avait tout un tas de théorèmes d'ailleurs disant que ce genre de théories sont difficiles à construire. Là, je voudrais mentionner donc, un certain nombre de progrès qui ont été faits ces dernières années dans cette direction. Donc, d'abord en 2009-2010, avec Evgeny Babitchev, qui est actuellement chercheur au CNRS à Orsay, et puis mon étudiant à l'époque, Riyad Ziour, on a montré pour la première fois, de façon explicite, que le mécanisme de Weinstein marchait bien comme attendu, exactement comme prédit par Weinstein. Donc, je vais vous parler un peu de ça maintenant. Donc, ce qu'on a fait, c'est que simplement, on a considéré à nouveau le problème considéré par Weinstein d'une métrique statique à symétrie sphérique, et on a essayé de résoudre maintenant numériquement pour trouver la solution adéquate. Alors, des gens avaient essayé avant, et il s'avère que c'est un problème difficile numériquement, parce qu'il y a plusieurs échelles dont il faut tenir compte. Donc, on a réussi à le faire ici. Donc là, vous avez ce qu'on a trouvé pour une source. Donc la source est ici, donc tout est à symétrie sphérique, donc tout est paramétré par la distance grand R en fonction du rayon de Weinstein RV. Donc quand ce rapport vaut 1, là, vous êtes exactement au rayon de Weinstein. Et donc vous avez une source à symétrie sphérique, une étoile à symétrie sphérique, disons, qui est à l'intérieur du rayon de Weinstein. On a pu trouver la forme des fonctions intervenant dans la métrique, les fonctions inconnues nu et lambda de tout à l'heure, là. Et voilà leur allure. Donc vous avez un régime sous la distance de Weinstein où en fait vous voyez asymptotiquement que moins nu vaut lambda, exactement comme en relativité générale. Donc dans ce régime, la relativité générale est effectivement recouvrée. Et puis au-delà du rayon de Weinstein, vous avez un régime où vous avez une différence entre nu et lambda, exactement comme prédit par Fierce et Pauli. Et puis à plus grande distance encore, vous avez une décroissance exponentielle. Donc ça c'est un zoom sur cette partie-là qui ne tient pas sur l'écran, où on voit mieux encore la décroissance exponentielle. Alors les parties en pointillés noirs là, font référence à une certaine limite qui n'est pas importante pour mon exposé aujourd'hui. Voilà, alors on peut voir les choses autrement. Aussi, si on regarde le rapport de nu et de lambda, donc si vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai parlé de la discontinuité de Van Damme-Sakharov, tel que vu dans la solution à symétrie sphérique, on trouvait que dans la limite où la théorie de Fierce-Pauli est valable, le rapport de nu à lambda vaut moins 1,5. Et au contraire, il vaut 1 ou moins 1 dans la relativité générale. Donc c'est ce qu'on voit dans ce deuxième graphique sur lequel je reviens. Voilà, ici. Donc on voit exactement qu'en dessous du rayon de Weinstein, vous trouvez ce rapport 1, exactement comme en relativité générale, et au-dessus, vous avez un rapport 2. Enfin là, j'ai représenté l'inverse du rapport de tout à l'heure.
Donc ici, vous êtes dans un régime où la relativité, où la gravitation est décrite par la théorie linéaire de Fierz-Pauli, et puis en dessous du rayon de Weinstein, vous recouvrez bien la relativité générale. Donc ça, c'est un premier progrès, je crois, qui a été fait dans cette direction, de construire une théorie de gravité massive. Une deuxième chose importante a été la découverte en 2010-2011 par ces gens, dont Grégory Gabadadze, qui avait également participé à la mise au point du modèle DGP, et puis Claudia de Ram et Andrew Tolley, qui maintenant sont en Angleterre, Grégory Gabadadze étant toujours à New York. Donc ces trois physiciens ont découvert une famille de théories de gravité massive dépourvues de l'instabilité de Boulware-Désert, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà l'action de la théorie qui a également été montrée tout à l'heure par Françoise. Donc vous avez la relativité générale, donc le terme racine de G, R, c'est la relativité générale, et puis vous rajoutez un terme d'interaction du même type, ont la même structure que les termes d'interaction dont j'ai parlé tout à l'heure, le S interaction de F et G, mais simplement il doit avoir donc, DRGT, de Ram, Gabadadze, Tolley ont montré que parmi tous les termes d'interaction possibles dans la classe d'universalité de Fierz-Pauli, dont je parlais tout à l'heure, il y en avait seulement une famille finie qu'on pouvait ajouter et qui était dépourvue de cette instabilité de Boulware-Désert. Et cette famille finie, elle est faite à partir de ces fonctions un peu compliquées, mais qui toutes dépendent d'un tenseur, si on exprime les choses de façon métrique. C'est beaucoup plus élégant quand on le fait avec des bases mobiles, mais là je l'ai écrit avec la métrique. Donc un tenseur qui est la racine carrée, au sens matriciel, de l'inverse de la métrique de la relativité générale fois la métrique F, non dynamique. Alors en fait, donc, cette théorie invalide le théorème de Boulware-Désert. En fait, il y avait une erreur dans ce théorème, qui n'était donc pas un théorème. Et donc pendant longtemps, en fait, parce que Boulware et Désert sont des gens sérieux et bien connus, je crois qu'il y avait une sorte d'empêchement psychologique des gens à essayer de construire ce genre de théorie. Et puis là, ils ont réussi à le faire. Et donc ça a été, disons, un progrès intéressant, important du domaine. Et depuis, il y a de nombreux travaux sur cette théorie qui visent à mieux la comprendre et à étudier son application à la cosmologie. Alors aujourd'hui, pour finir peut-être par quelques mots un peu plus personnels, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de modèle de gravité modifié qui soit à la fois intéressant pour la cosmologie et aussi simple que lambda CDM. Je ne sais pas si Françoise partage mon avis, mais en tout cas, je vous le donne. Voilà. Donc malgré un certain nombre d'efforts et beaucoup d'idées bouillonnantes, on n'a pas trouvé de principe, disons, qui permettrait de construire un modèle aussi élégant que lambda CDM, aussi simple que lambda CDM, et qui marche bien, de façon intéressante pour la cosmologie. Même si vous savez que lambda CDM a aussi des problèmes. Donc ça, c'est la première chose. Mais je crois aussi on peut dire que les modèles de gravité modifiés permettent, même si in fine, il s'avère que le monde est bien écrit par lambda CDM, ils permettent de mieux comprendre la gravité non modifiée, la relativité générale et la cosmologie standard. Et donc on a vu exactement ça à l'œuvre depuis le développement du modèle DGP. On a vu que ça avait servi d'aiguillon à des observateurs, des cosmologistes observateurs, pour proposer des tests, pour faire des observations testant la gravité à grande distance. Et un petit peu comme ce qui s'est passé pour la relativité générale avec les théories scalaires tenseurs qu'on utilise de façon un peu routinière pour tester la relativité générale avec les configurations de champs forts comme les pulsars binaires. Alors, un exemple de cet intérêt, c'est justement le papier de LIGO Virgo, dans lequel il y a cette annonce extraordinaire, cette découverte extraordinaire, mais quand on le lit, il y a aussi la mention d'une contrainte sur la masse du graviton qu'on peut apporter avec les observations des ondes gravitationnelles. Voilà, et je termine là en vous remerciant de votre attention.